Salut tout le monde, Salut tout le j'espère que monde, vous allez j'espère que vous bien. allez On se bien. retrouve On se dans une retrouve nouvelle dans émission, une nouvelle émission. donc avec les entrepreneurs. Et donc cette émission, aujourd'hui on va accueillir Laurent Léger, coach professionnel. Donc dans cette émission, comme vous avez l'habitude, d'abord jingle. Alors, merci à tout le monde d'être présent. Donc dites-moi si vous m'entendez bien, si le son c'est ok, si la vidéo c'est ok. Et donc petit message de prévention par rapport au coronavirus, les gestes barrières, comme on va bientôt sortir du confinement. Alors, merci à tous d'être là. Ce soir, il est 22 heures heure Réunion, 20 heures pour les gens de métropole. Donc, sans plus tarder, on va accueillir notre invité du soir, Laurent Léger. Donc, un tonnerre d'applaudissements. Alors, est-ce que tu nous entends? Super bien, bonsoir Abdoul, bonsoir tout le monde. Ouais, le son est nickel, je te vois bien aussi. Génial. Alors, du coup, je te laisse l'opportunité donc, là, de te présenter rapidement avant de démarrer le programme. Donc, si tu peux préciser qui tu es. Ben, je suis Louis-Laurent Léger et depuis plus de 10 ans, j'accompagne des entrepreneurs, j'accompagne des individus, des groupes d'individus à trouver les meilleures stratégies pour leur succès, leur réussite, leur atteinte d'objectifs et principalement avec une stratégie efficiente. Super, merci. Alors, donc, on va voir ensemble le programme de ce soir. Donc, on a trois parties dans l'émission. Première partie, c'est le débat business. Donc là, on va débattre ensemble avec les internautes qui pourront nous poser des questions en commentaire. On prendra le temps d'y répondre. Et donc, on va parler de différentes thématiques liées à l'entrepreneuriat. Voilà. En deuxième partie, donc, on a le sports game. Qu'est-ce que c'est le sports game? C'est-à-dire que toi, tu te positionnes soit en tant que coach, soit en tant que participant. Et donc, on va choisir un exercice à faire pour la partie manger, bouger. Voilà. Et donc, troisième partie, le café virtuel. On va apprendre davantage à savoir qui tu es, quel est ton métier, ce que tu fais, voilà, la partie entrepreneur. Et du coup, aussi partager des conseils, en tout cas ton expertise, donc, sur la thématique du soir. Donc, je rappelle, est-ce que tu peux rappeler la thématique sur laquelle tu vas intervenir? Ce soir, on va parler de la résilience en fait. Comment être résilient et comment faire face aux imprévus. Nickel. Donc, est-ce que ça parle aux gens qui nous regardent? Il y a Raki qui nous fait coucou. Il y a Yannick qui nous dit ah, mon film de la semaine. Voilà. Bon, bah écoute, c'est parti tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts? Débat business? Allez, go. Alors, bienvenue à tout le monde si vous venez de nous rejoindre. Donc là, on est dans le débat business. Donc là, on va parler vraiment entrepreneuriat avec différentes thématiques. Et donc, tout de suite, on va commencer sur l'innovation, qu'elle soit sociale, technologique. Donc, je te pose la question, Laurent, est-ce que tu as vu récemment, par rapport au coronavirus notamment, mais d'une manière générale, des choses qui t'ont interpellé sur l'aspect innovation? Alors, en termes d'innovation, je dirais vraiment en termes de mindset, ça fait plus de 20 ans que pas mal de grosses compagnies dans le monde nous font part du télétravail, nous font part du distanciel,
de créer en fait un autre format temporel dans l'organisation des entreprises. On a même des pays qui ont très clairement fait le test de la semaine de 4 jours en se rendant compte que la productivité ne diminuait pas. Et j'ai envie de dire, un malheur n'arrivant jamais seul. Merci le coronavirus d'avoir favorisé la prise de risque pour certaines entreprises et augmenter le télétravail et les différents modes en fait de fonctionnement agile dans les entreprises pour être performants. Carrément. Niveau aide, est-ce que toi tu as entendu parler des aides que l'État mettait en place? Est-ce que tu les as sollicitées? Est-ce que tu connais d'autres entrepreneurs qui les ont sollicitées? Et puis ben voilà, qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles mesures? Très clairement, par rapport aux aides de l'État, bon, il y a plusieurs choses. Pour moi, on est sur une île, enfin en tout cas ici à La Réunion, et la déclinaison régionale des aides de l'État m'a semblé un petit peu plus réactive que l'aide de l'État en elle-même, puisque on a le prêt qui est garanti, dont l'État nous a parlé en fait, ce fameux prêt en fait que la Banque de France allait nous assurer. Sauf que naturellement, la déclinaison chez les professionnels, c'est que toutes les banques ayant entendu le même discours ne fonctionnent pas de la même façon, ne demandent pas les mêmes documents. Enfin, moi, en tout cas, c'est le constat que j'ai fait puisque j'ai différentes activités. Et pour les banques respectives de mes activités, on a une même commande directrice de l'État, mais par contre, on a des mises en application qui sont différentes. Donc, Ok. à l'heure d'aujourd'hui, sur mon activité individuelle de coaching, j'ai pas fait la demande parce qu'en plus, quand on est sur une activité ou quand on travaille pas, on n'a pas de chiffre d'affaires, mais que dans mon cas, j'ai des contrats annuels. Ma perte de chiffre d'affaires sur le mois du Corona est pas significative. Donc, ils ne regardent pas ce que j'aurais pu gagner s'il n'y avait pas le Corona, ils regardent juste le différentiel entre N-1 et cette année qui concrètement est pas significatif dans la mesure où j'avais bien démarré l'année. Donc C'est voilà, et super puis intéressant ce après, que tu nous dis pour là. mes autres activités, pour mes autres activités, c'est, ça va paraître bête, mais c'est très dépendant de l'interlocuteur qu'on a chez notre établissement bancaire. Donc le partenaire financier, généralement, c'est pas forcément la banque, c'est le directeur d'agence ou le conseiller qui s'occupe de notre compte, parce qu'on en a dans certaines banques que je ne citerai pas par courtoisie, qui ont été particulièrement incompétents. Et puis à côté de ça, on en a qui nous ont cherché des solutions. Heureusement qu'on a aussi de bons conseils de nos experts comptables. Bon, Yes. après j'ai envie de te dire rien de révolutionnaire parce que dans l'absolu, les entreprises qui avaient suffisamment de trésorerie pour anticiper vont avoir la possibilité de respirer. Et puis celles qui étaient déjà en train de survivre, le temps que les actions se mettent en place. Alors c'est sûr qu'on est en train de parler pour les indépendants de la prise en charge ou en tout cas de l'aide à hauteur de 1 500 euros. Ça peut aller relativement vite. J'ai eu autour de moi des clients ou des personnes que je connaissais qui ont eu des déblocages de fonds en moins d'une semaine. Bon, maintenant, quand on est sur des sommes équivalentes aux 25% du chiffre d'affaires annuel, passer les 100, 150 ou 200 000 euros, euh, comme d'habitude, la banque fait ce qu'elle fait de mieux, à savoir nous demander énormément de documents, de justificatifs pour une prise de risque minimaliste. D'accord. Bah, merci pour ton retour d'expérience, c'est top. Justement, niveau pilotage, comment toi tu as fait, enfin justement, tu as donné la réponse un petit peu, mais justement en termes de pilotage de son entreprise, ce que j'ai retenu tout à l'heure, c'est l'importance d'avoir des contrats annuels pour justement ne pas se retrouver dans des difficultés, mieux anticiper justement. Ça faisait partie de la façon que tu gères ton entreprise, cette façon d'avoir des contrats annuels. Entre autres, en fait, si on parle de mon activité principale qui est le coaching, euh, on, on est positionné dans une catégorie d'entrepreneurs qui est captive en fait de notre présence, de notre état de santé, de notre disponibilité, de notre occupation temporelle.
Et il y a 3 4 ans, en fait, je me suis retrouvé à être malade pendant une semaine et à prendre le temps de me dire que si je peux pas m'autoriser à un moment à être malade ou si je peux pas m'autoriser à décider de prendre un mois de vacances avec ma famille sans que ça n'ait une conséquence immédiate sur la stabilité de mon business, c'est que je l'ai pas forcément bien réfléchi. Donc du coup, il y a 4 ans, j'ai commencé à mettre en place de nouveaux types de contrats avec un système de win-win dans lequel je fais payer à l'année des permanences pour différentes thématiques dans les entreprises avec lesquelles je travaille. Thématiques qui vont aller de l'accompagnement de l'isolement de l'entrepreneur, c'est-à-dire du dirigeant, des solopreneurs, des artisans. Et puis à côté de ça, une mission pompier en cas de problème qui intervient. D'accord. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de ce qui peut se produire. Donc, si on a la possibilité de se mettre de la sécurité sur ce type de profession, c'est le bienvenu. Yes, surtout qu'on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague, hein, ça peut arriver, on entend parler en tout cas. Moi, j'ai même envie de te Justement, dire qu'il y a peu de chances que ça se produise pas. ouais, on partage le même point de vue pour le coup. Du coup, comment ça se passe niveau prospection, clientèle? C'est vrai que là, ça va reprendre, on va être bientôt déconfiné. Euh, Toi, à ton niveau, est-ce que tu as, niveau commercial justement, est-ce que tu as arrêté de cette casquette commerciale pour ton activité ou finalement justement tu avais anticipé quelque part, voilà, même si tu es confiné chez toi, ça n'empêche pas de le faire. Parce qu'il y en a, ils ont vraiment ralenti l'activité, tu vois, j'ai eu des coups de fil pour me dire, voilà, là on est en stand-by total, pour me faire comprendre clairement l'activité de cette entreprise-là est carrément à l'arrêt, quoi. Ben, écoute, la particularité, c'est que je vends de la prestation intellectuelle. Donc, Ouais, en termes de mise en œuvre, de logistique ou de gestion, j'ai pas grand-chose et j'ai envie de te dire que le confinement peut être considéré comme un obstacle, mais il peut aussi être perçu comme une opportunité. Pourquoi? Parce que dans la représentation sociale, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin du contact pour pouvoir travailler dans mon domaine. C'est-à-dire, ils aiment bien être en présentiel dans un bureau ou dans un environnement. Et puis, soudainement, le corona nous met dans l'impossibilité du déplacement. Donc, les gens commencent à être plus ouverts à se dire ce que je n'arrive pas à réaliser habituellement, je suis en capacité de le faire. Donc, non, très clairement, j'ai pas arrêté la prospection, bien au contraire, puisque, premièrement, les gens sont plus disponibles puisqu'ils passent moins de temps sur la route, moins de dispersion au niveau du temps quand ils ont des rendez-vous, plus facilement joignables, ils répondent plus vite aux mails. Donc, non, je pense plus que le danger vient de l'autre côté. C'est d'être capable de maîtriser son pilier du temps pour ne ouais. pas tomber dans le travers, puisqu'on est tout le temps disponible, d'augmenter notre charge de travail massivement sans être plus efficace. Donc non, j'ai au contraire fait l'acquisition de nouveaux clients pendant la période. Ah, super, bah, félicitations. Et justement, niveau temps, euh, toi, est-ce que tu as remanié ton organisation, l'organisation de ton temps, ou bien finalement elle est restée, voilà, à part le fait que tu es confiné, hein, je veux dire, mais proprement parlé pour l'entreprise, est-ce que ça a changé vraiment? Alors sur une de mes activités, oui, on a été obligé de remanier parce que j'ai une autre activité sur laquelle on est sur de la consommation grand public. Donc avec le décret de la préfecture qui nous impose certaines contraintes après 19 heures en ce qui concerne les regroupements, en ce qui concerne, on a dû moduler. Donc on a vraiment modifié les plannings, on a vraiment modifié le cadre horaire. Après sur mon activité de coaching, oui, je l'ai adapté puisque les périodes de disponibilité des gens ont elles aussi été modifiées. Mes clients se retrouvent avec les mêmes paramètres à gérer. Très clairement, je suis à la maison. Donc, exemple type, j'ai 2 enfants en bas âge qui habituellement me voient partir le matin et ont à vivre mon indisponibilité. Aujourd'hui, ils ont à vivre une indisponibilité en me voyant dans la maison. Donc forcément, pour un équilibre global, c'est ce que je conseille à mes clients, donc je me l'applique.
ben, en fait, j'ai remodifié mon planning de travail pour pouvoir alterner temps de travail et temps avec les enfants. D'accord. Bon, en tout cas, t'as pas eu à recruter quelqu'un pour s'occuper de tes enfants, d'accord. Non, 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 pas pour l'instant. Mais bon, si on reste confiné pendant 3 4 mois, il y a des chances que j'ai besoin d'aide. Ouais, moi j'ai un collaborateur, lui il est graphiste. Tout à l'heure on était en visio justement avec une cliente et quand la visio avec la cliente était terminée, donc il était resté pour qu'on discute un petit peu juste avant de fermer la visio. Il me disait, putain, mais comment tu fais pour gérer la visio avec la cliente, plus à côté gérer les enfants. Il était impressionné, quoi. Je dis non, non, c'est juste une organisation, mais ouais, ouais, c'est vrai que ça peut paraître. Au début, avant le confinement, on m'aurait posé la question, je m'aurais été dit, ouais, c'est peut-être chaud. Alors, niveau Je crois que tout le monde. management, ouais, vas-y. Ah, vas-y, non, je disais, je crois que tout le monde a appris pendant cette période à gérer ce paramètre-là et se rend compte aussi qu'il y a des choses qui sont possibles. C'est-à-dire se dire, c'est dommage, j'aimerais avoir plus de temps pour les enfants. Les employeurs probablement seront plus ouverts au télétravail et les individus pourront mettre des stratégies efficaces pour ne pas léser leur vie personnelle au détriment de leur vie professionnelle. Yes, carrément. Euh, du coup, par rapport aux outils que tu utilises dans ta vie d'entrepreneur, est-ce que tu peux partager avec nous un ou plusieurs outils que toi tu utilises ou que tu as entendu d'autres entrepreneurs qui utilisent qui sont intéressants à partager? Écoute, bah déjà, je sais qu'on a une sensibilité particulière tous les deux pour Switcher, Bah oui, mais moi-même aussi, carrément. je te laisserai le soin d'en parler. J'ai découvert cet outil hyper utile pour les lives. Mhm. Et puis après, pour tout ce qui est le travail collectif, ben, soit il y a Microsoft Teams sur lequel je fonctionne de temps Teams. en temps. J'utilise ouais, j'utilise pas mal Zoom. Aujourd'hui, j'ai découvert Jitsi avec un de mes clients, jitsi.org, Whereby. Après, pour tout ce qui est bah, échange de documents, on a les classiques, hein, Google Drive, Dropbox, sur les partages de documents. Skype n'est pas laissé à la masse non plus parce que, mine de rien, c'est bien stable. Et, euh, et puis, on travaille pas mal avec bah, tout ce qui est pipeline pour certains de mes clients avec Pipedrive, donc gestionnaire de tâches qui combine un CRM et puis un planificateur. Ok. Un petit peu de Trello, un peu de Slack, voilà. T'es vraiment quelqu'un qui est un entrepreneur pas mal connecté de ce que j'entends en tout cas. T'as déjà intégré ces outils-là, ok. Bah, on va dire que la denrée la plus importante pour moi dans ma vie, c'est le temps. Et je n'ai que trop conscience d'à quel point chaque minute que tu perds, tu la rattraperas jamais. Donc, je suis toujours ouvert à ce qu'on me propose des outils d'optimisation du temps et des modes de collaboration qui t'évitent les réunionites où tu perds énormément de temps pour finalement ne pas avancer. Réunionite, ok. Donc Bah voilà. yes. Justement, niveau communication et marketing, qu'est-ce que toi tu recommandes en tout cas, on va dire, là c'est vraiment sans parler de ton entreprise, mais ce que tu entends, les bonnes pratiques. Je sais que c'est pas toi ton domaine, hein, mais c'est juste là pour en parler lors du débat. C'est-à-dire que souvent les entreprises, tu dois bien le remarquer, t'en as qui communiquent à outrance, t'en as qui communiquent pas beaucoup, voire pas du tout depuis au moins les 6 derniers mois. Toi, comment tu te positionnes et comment tu défends toi ce positionnement justement par rapport à la majorité des choses qui sont faisables? Bah, concrètement, je pense qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans une ère où on entend parler du X design, d'être centré sur l'expérience client. Euh, Et sur le parcours Avec client. ce qu'on est en train de vivre, on va se recentrer sur les valeurs fondamentales de l'être humain et en termes de stratégie marketing, il me paraît pertinent pour les entreprises aujourd'hui de capitaliser déjà sur l'identité locale. C'est de Ouais. rassurer. On vient de nous couper nos frontières, hein. Donc c'est vraiment
d'inviter les entreprises à se centrer sur les besoins fondamentaux de leurs clients et leur dire qu'on vit ça, on vit cette période ensemble, on vit cette transformation ensemble, de profiter du fait que les gens soient de plus en plus connectés. Je pense que si chacun d'entre nous, sur nos smartphones, on regarde les temps de connexion, ils ont littéralement augmenté. Donc, C'est clair. de prendre le temps d'être à l'écoute, d'utiliser les réseaux professionnels. Je trouve que LinkedIn n'est peut-être pas assez utilisé dans les zones ultramarines. J'adore que l'on parle de ça dans le débat D'avoir business. LinkedIn. Oui, oui, non, mais c'est ça, très, très clairement. Et puisque tout le monde passe énormément de temps sur les smartphones, j'avais encore cette conversation avec un client qui a repris une entreprise familiale dans laquelle il y a encore l'influence des anciens, où ils lui disent finalement les réseaux sociaux, ça coûte cher, on ne sait pas à quoi ça sert. Bon, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui se digitalise pas et qui réfléchit pas en termes de business en ligne, donc qui ne propose pas ou du done for you à ses clients ou la possibilité de les livrer à domicile, Ouais. c'est une entreprise qui sera dans l'ère 2.0 alors qu'on est bien avancé et qui risque de perdre des parts de marché au détriment de ceux qui arrivent et qui se disent qu'ils ont rien à perdre, donc qui mettent ce type de service en place. Super de délivrer ce message en tout cas. Est-ce que toi, tu as une anecdote par rapport à tout ce que toi, tu as pu remarquer de l'entrepreneuriat? Ça fait déjà pas mal d'années que tu es entrepreneur. Est-ce que tu as une anecdote vraiment qui toi, t'a bien marqué? Je veux dire, dans la vie personnelle, on a toujours des souvenirs qui nous ont bien marqués. Ça, c'est sûr, des bonnes expériences, des mauvaises expériences. Dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu en aurais une là qui, si tu fermes les yeux 2 secondes, ça te vient direct ou alors si tu as besoin d'en réfléchir un petit peu, on peut te laisser ce temps-là? Écoute, si j'ai une anecdote, c'est ma Yes. première expérience d'entrepreneur, j'avais 24 ans et j'étais en train de reprendre une boîte que tout le monde me disait de ne pas reprendre, mais il y avait un petit côté affectif hyper important. Donc c'est une boîte qui était endettée et puis j'avais un fournisseur qui me suivait et c'est grâce à lui que j'ai pu faire cette reprise. Donc c'est une boîte qui était dans le transport logistique. Et puis je devais aller voir un patron de compagnie aérienne pour lui demander de continuer de bosser avec lui, sachant que la boîte que je reprenais lui devait énormément d'argent. Et je me souviens qu'à l'époque, donc c'était 2004 quand même, il y a tout le monde qui me disait, alors, tous mes potes qui avaient fait des grandes écoles, qui avaient fait des trucs, me disaient, ouais, tu sais, faut que tu prépares un super business model, faut que tu prépares des outils de visualisation de ce que tu vas faire, de toute ta démarche et tout. Parce que tu vois, ce type de patron-là, c'est un mec qui en a vu, qui a de l'expérience, des petits minots comme toi, il en a vu passer et tout. Donc je suis arrivé à ce rendez-vous. Et puis j'étais hyper stressé. Je me souviens que j'avais un costume à l'époque qui était un petit peu trop grand pour moi, mais tu comprends, il fallait mettre un costume, une cravate et tout. Enfin bon, bref. Ouais, faire l'école, je les codes. J'arrive dans le bureau de ce monsieur. Pardon, ouais, bah ouais, mais les codes, alors que très concrètement, ça me ressemblait pas vraiment. Donc j'arrive dans le bureau de ce monsieur et tout. Et puis je commence à sortir mon ordinateur. Et puis il me regarde et il me dit mais vous faites quoi? Alors je lui dis bah attendez, je vais vous présenter. Il dit non, non, stop. Vous avez quel âge? Je lui dis bah j'ai 24 ans. Il me dit et à 24 ans vous trouvez rien d'autre à faire que de reprendre une entreprise endettée? Je lui dis bah les gens qui travaillent dans cette entreprise en fait m'ont donné envie de poursuivre et tout. Et puis il me dit bon alors vous savez quoi? Vous allez pas me faire perdre mon temps et je vais pas vous faire perdre votre temps non plus. D'accord? Donc tout ce que vous avez préparé, les tableurs, les trucs là, vous n'avez qu'à envoyer ça par mail. J'ai juste une question à vous poser. Je regarde, je commence à paniquer, puis il me dit est-ce que vous êtes prêt à vous engager vous en tant qu'homme, à quoi qu'il arrive, rembourser en fait ce que vous devez dans cette entreprise? Je lui ai dit oui. Il m'a regardé, il m'a dit il y a un truc qui se perd aujourd'hui, c'est que les gens aiment bien se cacher derrière des contrats. Mais moi, ce qui m'a toujours réussi dans ma vie, c'est de me dire que la parole de l'homme vaut l'homme. Donc, c'est pas la peine de me raconter n'importe quoi. J'attends de voir vos actes dans quelques semaines. Ce mec m'a dit ça et je pense qu'aujourd'hui, dans mon métier, c'est quelque chose que j'ai encore gardé en tête. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise, on passe nos journées à être entre l'enthousiasme et la mélancolie. Parce que tous les jours, on se dit, c'est génial, j'ai l'impression que je vais sortir la tête de l'eau, j'ai l'impression que ce que je fais va être pertinent.
mais qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un événement dans le temps qui vienne nous challenger. Mais si on trouve le moyen d'être aligné avec ses valeurs et qu'on dit ce qu'on fait et qu'on fait ce qu'on dit, généralement, ça se passe plutôt bien. Génial l'anecdote, merci beaucoup. Alors, du coup, juste avant d'aborder le sports game, euh, dernière question pour le débat. Comment toi tu vois le futur, l'après-confinement, le pendant deuxième vague, l'après deuxième vague, hypothétiquement, et comment tu vois ce futur avec justement tes partenaires actuels, parce que je sais bien que tu en as, et tes futurs partenaires, puisque la logique de partenariat dans une entreprise, c'est pas fixe, ça varie dans le temps, ça augmente ou ça diminue. Bah, alors, très concrètement, comment je vois le futur en termes d'état d'esprit? Je le vois avec des planifications à plus court, enfin des planifications plus courtes, c'est-à-dire avec des visions à moyen court terme. C'est-à-dire, j'ai le sentiment que ce qui vient de nous arriver va nous rendre plus réactifs et va nous permettre quelque part de réagir immédiatement pour déjà des premiers résultats, plutôt que de faire des plans sur la comète sur N plus 1, N plus 2, N plus 3, parce qu'on ne sait pas ce qui va se produire. Deuxièmement, alors, là où j'ai une inconnue, c'est que je ne sais pas si vous avez vu cette intervention du ministre de la Santé qui avait lieu le 9 mars, dans lequel il nous expliquait concrètement pourquoi la grippe reculait à la période de l'été. C'est une interview dans laquelle il expliquait que c'est parce que les gens sortaient de chez eux, ils évitaient d'être confinés, qu'il y avait une meilleure circulation. Et là, d'un coup, je me dis, on a été confinés pendant 1 mois et demi. Donc, côté positif, c'est qu'on a déjà pris l'habitude des gestes barrières. Côté positif, c'est qu'on sait déjà comment réagir face au phénomène. Côté négatif, c'est que je pense qu'il va y avoir des grosses fluctuations en termes d'envie, d'engagement. Si le 11, on nous dit, vous pouvez sortir, et puis que 2, 3 semaines après, on nous dit, bah, écoutez, il y a une deuxième vague, donc il va falloir que tout le monde rentre. Donc, pas mal d'inconnus. Pas mal d'inconnus, mais à côté de ça, on a déjà développé des ressources pour faire face. En gros, c'est comme une rupture sentimentale, hein. La première fois, ça fait extrêmement mal. La deuxième fois, même si ça fait mal, on sait comment ça fonctionne. Donc, donc la réaction, la capacité de rebondir, justement, puisque ce soir on parle de résilience, on en parlera tout à l'heure, se fera sur le support d'une expérience déjà vécue. Donc, bon, moi, fondamentalement, je suis un optimiste. Donc, je pense que ça va très bien se passer. Je pense qu'il y aura de nouveaux partenariats puisqu'on va intégrer de nouvelles compétences. Je pense que toutes les entreprises qui ne sont pas encore sur le virage digital vont accélérer et du coup, parmi les aides dont on parlait tout à l'heure, il y a un chèque digital. Donc, on va commencer à travailler de plus en plus en démat, de manière dématérialisée. Et le fait de bosser de manière dématérialisée, j'espère et je souhaite que les gens n'utiliseront pas le temps qu'ils vont gagner pour travailler encore plus, mais pour trouver un équilibre pour travailler encore mieux. Yes. Ben écoute, carrément d'accord avec toi, le futur et en termes de partenariat, il faut le vivre une première fois. Et forcément, les fois prochaines, on aura déjà été impacté. Donc, on aura forcément du coup réagi, rebondi. Et pour les fois d'après, soit on subit encore la chose, soit on se met en posture réflexive et on voit comment mieux appréhender les prochaines fois, puisqu'on sait qu'elles peuvent arriver maintenant. Hmm. Alors, du coup, avant de partir sur la deuxième partie de l'émission, on va voir un peu qui a regardé le live, comme ça on leur passe un petit coucou au passage. Et puis, c'est l'occasion aussi de leur rappeler que voilà, s'ils ont des questions, si vous avez des questions, en tout cas, toi qui regardes, si tu as des questions à poser à lui, Laurent, en tout cas, là, il nous fait le plaisir d'être là pendant 1 heure. Donc là, ça fait déjà 30 minutes qu'il est avec nous. Donc, on va voir les questions à la fin du live et donc n'hésite pas à les poser. Donc pour voir un peu, comme toi aussi, lui Laurent, peut-être tu sais pas qui regarde ce live là, je vais te le dire. Donc il y a Yannick Duguin qui est avec nous ce soir. Il y a Raki, prof Hey. d'anglais qui est avec nous là. Ah, tu connais Yannick alors? Ouais, on se connaît bien. Voilà, tu as aussi Aurélien Chardon, prof de salsa, qui est avec nous. Il y a aussi Yacine Yassa
qui lui est pas de la Réunion, qui est de la métropole de Bordeaux, si je ne me trompe pas, qui est là avec nous aussi. Il y a Gabriel Robert, qui lui est aux Seychelles. Il y a Erika Huette de Saint-Pierre, que je salue au passage. Il y a aussi Ketty Belda, Céline Darling, que tu connais. Il y a Ouais, aussi Sabira Ravwangi, que tu connais aussi, qui est là avec nous ce soir. Il y a ouais, Salimata aussi, que je crois que tu connais, il me semble. oui. Voilà. Il y a Arnaud Minacci aussi de Saint-Denis qui est là ce soir. Salut, salut Nono. Il y a Amandine Castro aussi Bonsoir à qui est tous. là. Qu'est-ce que tu as dit? Bah, bonsoir à tous, ça fait plaisir. Et voilà. Il y a mon frère, Ismaël Locat, qui est en Belgique en ce moment. Salut le frère. Enchanté. Salut frérot. Il a déjà posé ses questions, d'ailleurs on verra tout à l'heure en fin de live. Il y a aussi Antoine Legendre, mon poteau de Paris, qui lui a un outil de comptabilité pour les freelances. Salut, je te salue. Excellent. Yes, yes. D'ailleurs, outil que j'utilise au passage, qui s'appelle Freebie. C'est vrai que je t'ai demandé toi tes outils, mais moi j'utilise aussi. Asma Patel Ingar qui est avec nous ce soir aussi. Donc elle, normalement, je crois qu'elle est de Saint-Denis. Vincent Robert aussi, celui qui a lancé le mouvement de l'entrepreneur perdu sur l'île, Ah, qui est là aussi. Voilà. Thierry Payet yes. aussi qui est avec nous ce Salut soir. Donc maintenant. salut à vous. Assad Antoumani de Excellent, Saint-Benoît, excellent. qui est là aussi. Voilà, donc je pense avoir fait le tour en tout cas de ceux qui sont là. Si je vous ai oublié, c'est pas voulu. Et justement, je vous invite à poser vos questions. Donc ça y est, c'est parti. On va partir sur la suite de l'émission, le Sports Game. A tout de suite. Yes, on vous retrouve pour la deuxième partie de l'émission. Merci à vous d'avoir patienté. La pause a duré quelques secondes, donc ça a permis le temps de ceux qui avaient soif de servir un petit verre d'eau. Ce que j'ai fait. Ah bah, vu que je vais faire du sport, forcément, faut s'hydrater un petit peu avant, au cas où, on sait jamais. Alors, le Sports Game, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, puisque là, on est 20 là ce soir, il y a Didier Turpin de Saint-Denis qui nous a rejoint aussi, enfin, de la JCE Yes. du Sud, pardon. Alors, le Sports Game, comment ça marche? Tout simplement, euh, il faut vous, en commentaire, vous avez la possibilité justement de proposer des exercices de sport. En tout cas, là, on va se donner peut-être une minute avant de choisir. Donc, si vous avez des idées d'exercices à me faire faire, c'est maintenant. Et donc, en tout cas, lui, Laurent, toi aussi, ben, fais-moi part là, des exercices que tu aimerais me faire. Et puis après, il faudra trancher sur un. D'accord. Et quelle est la limite spatio-temporelle? Donc, on a dit qu'on sera sur une La minute, limite, c'est ça? ouais, la limite spatio-temporelle, ça va être mon salon et D'accord. le plus longtemps possible que je puisse tenir. Donc, si tu veux que l'exercice dure 10 Oh, secondes, tu prends un exercice super dur. Si je veux me faire tenir une minute ou deux, voilà, l'exercice, il ne faut pas qu'il soit non plus trop intense. faut pas que ce soit trop intense. D'accord. Écoute, moi je resterai sur un truc très basique qui marche à 20, 40 ou 60 ans, un petit gainage, hein. Ah, Une petite cool. planche en Alors, gainage. une petite planche en gainage. Bon, bah, c'est ce qui revient le plus souvent. Je crois que vous aimez tous me voir en train de faire le gainage. Et il y a Yannick Duguin là qui dit ah, la subitation d'Abdoul, le sports game, Ah, excellent. je vais chercher du popcorn. Je le reconnais bien là. Carrément, c'est tout lui ça. Alors, bah écoute, c'est parti. Je regarde les commentaires. Donc là, il y en a plus qui vont chercher du popcorn au lieu de me donner un exercice. Donc écoute, c'est parti pour le gainage. Je vais déplacer la caméra pour que tout le monde puisse me voir.
Toi, tu pourras pas forcément, je pense, me voir, mais tu pourras m'encourager en tout cas dans les oreilles. C'est Je promis. t'entends. C'est promis. Et puis voilà, moi j'activerai enfin, je regarderai l'heure. Ou plutôt, toi, si tu peux regarder l'heure, c'est mieux pour moi. Ça, je suis vraiment à fond dans Pas de l'exercice, tu souci. vois, motivé. Et ça y est, les exercices commencent à arriver. Céline, elle propose aussi le gainage. Et il y a Thierry Non, Payette que mais tu simple, dois rapide et connaître. efficace. Comment? J'ai dit simple, rapide et efficace. Un petit gainage, on peut le Yes. faire plusieurs fois dans la journée. C'est Écoutez pas bien trop les gens, hein. Il n'y a pas cardio. que moi qui dois faire, hein. Et il y a Thierry Payette qui dit aussi, donc là tu vas te reconnaître dans cette phrase, l'épreuve des poteaux. Ouais. Ouais, 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 bien. Merci Thierry, hein. Ah là là, il est marrant ce Thierry. Alors du coup, je vais déplacer la caméra au sol. Voilà. Oula, on t'a proposé des burpees là, mais franchement, tu trouves que je suis dur? Allez, c'est parti. Tu vas me donner le top départ et puis je me lance. Allez, top. Ouais, Donc c'est ce ce que que les gens j'aime font en avec général, ils la force. discutent d'autres choses pendant que moi je tiens, voilà. Mais tu peux m'encourager. Non, non, mais franchement, j'observe, je vois que tu fais ça avec le sourire. Je pense que tu n'en es pas à ta première. Euh, euh, De toute façon, les gens commencent à être habitués. Je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de séances de fit qui se font en ligne. Yes. Je je sais pas c'est quoi mon record, mais 1 minute, je peux gérer. Est-ce que tu en as déjà fait ce matin? C'est ça la question. Donc après, Tu gainer pendant rêves, qu'on jamais j'ai fait discute. ça ce matin. Les burpees. Je crois que Laetitia te proposait des burpees. Je sais pas si tu t'en es bien sorti au change. Si, je pense là c'est mieux quand même. Il y a Cynthia qui m'a fait faire il y a 1 mois de ça des squats. J'en ai eu mal Ou c'est moi. toute la semaine. Rigole pas. Non, Laetitia, c'est contre mon régime actuel. Elle dit même pas de solidarité. Je suis plus efficace à La la solidarité dégaine. pour moi plutôt. Je crois que c'est bon, t'as fait ta minute. Hein, si tu veux nous rejoindre, tu peux. Allez, je tiens encore un petit peu. Ah, Toujours c'est bon dépasser ça, ses il en redemande. objectifs. Ah, je sens les abdos qui travaillent là. Non, mais Zabdoul le Mino. gars, il est déter. Non, j'aime ça, Abdoul. Le gars est déter, il est 22 h, il en redemande, c'est très très bon ça. C'est le mot déter. Allez, c'est bon. Merci à toi pour l'exercice. Non, Yann. Non, Yann. On a un petit commentaire de Yann apparemment qui, Je sens le pire avec qui lui. sous-entendait que tu as pu faire ton gainage avec les genoux au sol, comme on voit pas le reste du corps. Écoute Yann, prochaine fois, je ferai en sorte que tu vois mes genoux, ça marche. Super, bah écoute, là c'est parfait. On va passer au café virtuel. Alors, salut à tout le monde pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Et pour ceux qui étaient déjà là. Donc même si on a fait une pause, je suis toujours essoufflé, hein. Je crois que je vais me resservir un petit verre d'eau dans un petit instant. Merci pour les soutiens. Je vois que ça a fait rire plus d'un.
Et donc là, maintenant, on va passer au café virtuel. Donc, le concept, c'est quoi? Lui, Laurent, ça serait que tu nous parles déjà en premier de ton parcours. Et comme je sais que ton temps est compté, donc je vais te dire un peu aussi ce qui serait intéressant que tu vois avec nous, donc ton parcours. Si tu peux Yeah. après enchaîner déjà sur le quotidien, comment tu fonctionnes. Et puis, embrayer sur justement la thématique du soir, par rapport à la résilience. Voilà. Et puis, Alors, brièvement, après ça, on va ouais, répondre aux questions des personnes. très bien. Bah, écoute, brièvement, mon parcours, à la base, je suis prof de PS. Je fais partie des rares hurluberlus qui ont démissionné de l'éducation nationale. Pour une raison simple, c'est que quand j'étais plus jeune, je recherchais la sécurité. Et quand j'ai commencé à me connaître, j'ai compris que je cherchais pas vraiment la sécurité, je cherchais surtout la liberté. Et même si c'est très confortable d'être enseignant, et encore plus dans les DOM, ce qui me paraît important, ben, c'était de pouvoir me dire que mon futur n'était pas complètement écrit. Donc je dis pas que c'est le cas de tous les enseignants, mais c'est comme ça que je vivais les choses. Je me disais, ben, ça y est, je suis au début de ma carrière, il va me rester... j'ai 42 ans à bosser, en gros, enfin, un peu moins. Et je sais déjà, ben, en gros, à combien je vais finir financièrement, probablement que je vais être dépendant des changements de programme pédagogique, que je suis assujetti directement à des politiques ministérielles. Et en gros, tant que j'ai pas touché au métier, ben, j'ai passé ma vie entre guillemets d'étudiant à me projeter que sur l'illusion du métier. Quand j'ai découvert le métier, je me suis rendu compte qu'il n'était pas à l'image de mon illusion. Et ben, je suis parti. Donc après, j'ai enchaîné avec la gestion d'une salle de fitness et puis l'expérience de 2004 dont je vous parlais. Donc j'ai été danseur pendant une période. Et puis juste après ça, j'ai repris la fameuse boîte de transport logistique que j'ai gardée pendant 12 ans. Après ça, j'ai planté la boîte. Je l'ai bien plantée, hein, parce que je l'ai bien remontée. Et puis il y a un principe fondamental de l'entrepreneuriat qu'à l'époque, je n'avais pas encore bien intégré. C'est que si tu as plus de 80% de ton chiffre d'affaires qui est dépendant d'un seul de tes clients, t'es mort. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai vraiment bien planté ma boîte. Puis après, j'ai été récupéré par mes clients ou par des fournisseurs. Donc la plus grosse boîte coréenne dans tout ce qui est IFI, électroménager, voilà, qui m'a récupéré. Ensuite, je suis reparti dans la logistique. Et puis, à force de ne pas savoir où je trouvais ma place, j'ai fini par me poser la question de savoir ce que je voulais vraiment faire. Et c'est comme ça que je me suis d'abord formé à la thérapie et que j'ai ouvert un cabinet de thérapeute. Et puis après, l'environnement de l'entreprise me manquait. Donc j'ai passé une formation de coach certifié et je me suis formé à différents outils du pilotage stratégique en entreprise, du diagnostic de fonctionnement, de l'optimisation de performance. Et voilà, et depuis 10 ans, j'accompagne des entreprises de toute taille et des individus dans différents domaines à se révéler, à optimiser leur mode de fonctionnement et surtout à toucher à l'efficience. Voilà. Je Merci. pense que voilà pour le parcours. Et puis après, pour la thématique du jour, alors pourquoi j'ai Pour le choisi cette quotidien, ton thématique-là? quotidien. Ah, le quotidien, ben, mon quotidien, j'ai une petite routine qui est en place. Le matin, je me lève, je fais un peu de sport parce que j'en ai besoin, ça fait partie des choses essentielles. J'ai mis en place en fait depuis 6 ans une méthode avec laquelle j'accompagne les gens à l'équilibre de vie. Et dans cette méthode, j'appelle ça la reprogrammation authentique. Euh, Il y a des piliers à respecter. Et le sport fait partie en fait des meilleurs moyens de réguler nos hormones. Donc tous les matins, je fais du sport, surtout quand je suis pas motivé, pour pouvoir m'activer et me donner de l'énergie et du peps. Derrière, je prends un café en général, ça fait partie de mes rituels. Et puis en fonction des jours, donc soit je check les mails parce que je me lève assez tôt avant que le téléphone commence à sonner ou quoi que ce soit. Soit je regarde la liste de tâches que j'ai à réaliser, soit je me pose la question de savoir à quel moment je vais pouvoir jouer, profiter de mes enfants. Et puis j'enchaîne soit des journées où j'ai des consultations, des interventions en entreprise, des moments avec les copains quand j'ai le temps de déjeuner
parce que je pratique aussi un truc qu'ils appellent maintenant le jeûne intermittent, mais je pratique surtout l'évitement de la sieste de 15 heures. C'est-à-dire que je fais un repas par jour qui se fait généralement le soir, Mhm. parce que derrière, je sais que je vais bien dormir, alors que quand je mange à midi, je dépense beaucoup plus d'énergie vers 15 heures pour essayer de rester concentré qu'à être productif. Donc voilà, après, mes semaines dépendent aussi des missions. Quand j'ai des missions à l'extérieur, type Maurice ou Métropole, bah, j'ai des journées très blindées au niveau du coaching, donc des consultations. Et puis après, un petit peu plus light pour passer du temps avec la famille avant de partir. Et sinon, dans un cadre classique, en général, tout ce qu'il y a comme tâche complexe, difficile ou qui me sollicite énormément cognitivement, je les fais le matin quand j'ai l'énergie. Et l'après-midi, je suis plus sur des trucs créatifs ou un peu plus agiles. Voilà pour mon quotidien. Yes, alors du coup, euh, notamment, je rajoute que toi, tu es vraiment un entrepreneur qui est vraiment prêt à se déplacer. Je veux dire, tu es très mobile. Moi, je t'ai pas mal déjà rencontré sur Saint-Denis, sur l'Ouest aussi. Voilà, vraiment, ça, c'est une Ouais. de tes qualités. Et comme Thierry Et le j'habite dit, Saint-Pierre. ouais, tu habites Saint-Pierre. Et comme Thierry le dit, entrepreneur 5.0. Donc voilà, si tu peux maintenant nous parler de ta thématique, justement, ce pourquoi la vingtaine de personnes qui regardent ce live et ceux qui regarderont le replay pourront euh, prendre comme information. Ben, concrètement, quand tu m'as fait la proposition de ce rendez-vous, je me suis demandé qu'est-ce qui pourrait être utile en ce moment. Alors, je sais que tout le monde va nous parler des objectifs, de la motivation, de comment conserver le cap et tout, mais je pense que fondamentalement, ce qui nous est le plus utile, c'est de développer notre résilience. Donc, ce qu'on entend par la résilience, ça va être la capacité de faire face à des imprévus et la capacité de rebondir face à ce qu'on va appeler des échecs, de l'inconfort ou des obstacles. Et l'une des plus grandes qualités, je pense, qu'il faut avoir quand on est entrepreneur, c'est justement de faire preuve d'une très forte résilience. Donc, une très forte résilience, pourquoi? Parce que, premièrement, être entrepreneur ou être directeur d'une grosse structure ou en tout cas avoir la responsabilité de la stratégie dans une entreprise, c'est quelque chose qui épuise cognitivement. C'est quelque chose qui occupe nos pensées, qui nous crée de la charge mentale et qui nous demande de faire des paris en permanence en fait. Des paris qui vont s'appuyer sur des données, qu'elles soient statistiques ou sur des données expérientielles. Mais il n'empêche qu'on fait des paris. Des fois, on fait le pari de pouvoir maintenir des résultats en utilisant les mêmes méthodes. Des fois, on fait le pari d'intégrer de nouvelles méthodes pour produire de nouveaux résultats. Et puis, des fois, on fait le pari aussi qu'il ne se passera rien d'imprévu dans le futur pour qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on a projetés à tout le monde. Quand on fait preuve de résilience, ça nous donne la possibilité de créer des entreprises agiles, en fait. Ça nous donne la possibilité de créer des entreprises qui sont capables de faire face à tout changement, en fait, dans le cadre de l'environnement. Et souvent, les gens se disent que la résilience, elle est dépendante d'un état d'esprit. Mais pour moi, en fait, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. La première chose, c'est que si vous travaillez dans un environnement qui nourrit vos valeurs, mais pleinement, vos valeurs fondamentales, si elles sont nourries par votre environnement de travail, la détermination, l'engagement, l'enthousiasme, en fait, et la conviction auront plus de difficultés à être altérées par des imprévus. Pourquoi? Parce que quand on nourrit notre cadre de valeurs, ce qu'on fait a du sens. Ce qu'on fait, en fait, nous crée une motivation intrinsèque surpuissante. Le deuxième élément qui me paraît essentiel pour pouvoir faire preuve de résilience, c'est d'avoir un bon réseau, en fait. D'avoir un bon réseau, c'est d'avoir des gens autour de nous qui sauront nous donner des conseils objectifs, qui sauront nous faire partager leurs expériences, qui sauront nous donner des solutions qui ne sont peut-être pas de nos environnements professionnels, mais qui peuvent s'appliquer dans nos environnements professionnels. Un autre paramètre qui sera important pour la résilience, c'est souvent ce que je dis, c'est que l'entrepreneur, le solopreneur, le chef d'entreprise, l'artisan, il prend pas soin de lui comme on prend soin, par exemple, de ses affaires. C'est-à-dire que on va essayer de mettre en place des stratégies de cost-killing pour gérer nos trésoreries. On va mettre en place des stratégies d'optimisation. On va essayer, quand on fait un investissement, de prendre soin des choses sur lesquelles on investit.
Si on a un véhicule, on va s'assurer que les révisions soient faites régulièrement. On va s'assurer de ne pas faire le véhicule tourner dans la zone rouge en permanence. Et pourtant, le premier truc de l'entrepreneur, c'est de ne pas voir à quel moment il est dans la zone rouge et de ne pas avoir la distance et le recul de se dire, bon ben ok, je ne ferai rien de plus efficace, de plus efficient, de plus optimisé si je me prends 1 heure de pause, mais pourtant il ne le fait pas. Donc aussi, être résilient, c'est pouvoir capitaliser sur une grosse vitalité. Et capitaliser sur une grosse vitalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre soin de soi. Ça veut dire passer du temps avec les gens qu'on aime. Ça veut dire avoir des activités qui nous permettent de nous aérer l'esprit pour pas tout le temps être assujetti à la charge mentale de l'entreprise. Ça veut dire faire du sport. Pourquoi? Parce que le premier carburant dont on a besoin, c'est d'être en bonne santé. Et, euh, et quand on arrive à mettre ce type de système en place, eh ben, on est beaucoup plus lucide en fait. On a une meilleure capacité de discernement. Et puis, pour être résilient aussi, faut se laisser du temps pour la créativité en fait. Il faut se laisser du temps pour la créativité et se laisser du temps pour pouvoir faire des tests. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas prêts en fait à se digitaliser, mais ils avaient commencé à faire des tests. Ils avaient fait des petites expériences. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand ils sont dans l'urgence, c'est beaucoup moins énergétivore et toxique de se dire je vais mettre en place quelque chose que j'ai déjà testé, même si ça ne fonctionne pas complètement. Quand j'ai une conversation avec un expert dans le domaine, le fait d'avoir déjà testé, j'ai un niveau de langage qui est commun. Donc, je ne compte pas le nombre d'entreprises qui en ce moment vont faire appel à des boîtes spécialisées dans le digital, dans le marketing digital, dans la création de plateformes, dans l'e-learning. Et puis le premier frein, c'est qu'on a deux mondes qui se rencontrent et ceux qui n'avaient pas anticipé ont le sentiment qu'on est en train de leur parler une langue étrangère. Quand on a l'habitude de faire des petites expériences, d'être à l'écoute, de prendre de l'information, de voir comment d'autres ont mis en application les conseils contenus dans les informations, notre réactivité est meilleure et notre capacité à prendre des risques augmente puisque le risque lui-même diminue. Parce que c'est pareil, pour être résilient, il y a aussi deux éléments, c'est notre flexibilité, notre adaptabilité. Donc ça, comment ça va se construire? C'est déjà partir du principe que quoi qu'il arrive, tout tournera à notre avantage, que quoi qu'il arrive, on saura générer des solutions. Donc on va accepter de plier, mais on va pas rompre, on va pas jeter l'éponge. Et puis, c'est d'avoir une croyance puissante, mais vraiment puissante, en ce que j'appelle le super-héros qui vit en nous. Le super-héros qui vit en nous, en fait, c'est cette espèce d'âme, cette espèce d'être qui sait pourquoi on se bat en fait. Qui sait pourquoi on se bat quand on travaille, quand on a une entreprise. Des fois, se battre, c'est donner un avenir meilleur à nos enfants. Des fois, se battre, c'est protéger nos parents, les mettre en sécurité. Des fois, se battre, c'est se prouver qu'on est capable de se réaliser comme on l'entend. C'est des fois de faire face à des étiquettes qu'on a pu nous poser dans le passé et auxquelles on n'a pas envie de correspondre. Mais dans tous les cas, chacun d'entre nous a une espèce de super-héros, en fait, qui sommeille en lui et qui demande qu'une chose, c'est qu'on puisse le laisser s'exprimer. Et comme tout super-héros, quand le chaos se présente, c'est là qu'il est le meilleur, en fait. Parce que bon, naturellement, si le monde était tout le temps en paix, on n'aurait pas besoin du super-héros. Et puisque la résilience nous permet de faire face aux obstacles, à l'inconfort et aux imprévus, c'est le moment où il faut libérer le super-héros qui est en nous et qu'on lui permette de prendre plus de risques que ce qu'on prendrait dans une situation normale. Donc là, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais partager avec vous en essayant d'aller à l'essentiel. Euh, s'il y a des questions, je suis à l'écoute. Merci, lui, Laurent. Et oui, il y a pas mal de questions. Prépare-toi aujourd'hui pour D'accord. tes questions. Alors, donc, je t'invite à regarder après le live les réactions des internautes. En tout cas, il y en a pas mal. Là, je vais prendre vraiment le temps pour permettre aux gens qui ont posé des questions d'y répondre. Donc, on va regarder ça. Alors, il y a eu pas mal de commentaires. Donc, première question, c'était de Gabriel qui demandait quel type de coaching proposes-tu? Comment tu l'as adapté au télétravail? Donc, voilà, des réponses courtes parce qu'il y a vraiment une liste assez impressionnante de questions. Écoute, fondamentalement, je propose 4 types de coaching. Soit je propose du coaching individuel, soit je propose du coaching centré sur la relation quand on a un problème entre deux parties dans une entreprise, du coaching de groupe
ou de l'accompagnement de dirigeants. Donc après, en fonction des problématiques, comment je l'adapte au télétravail. Généralement, je bosse sur des séances en entretien qui vont durer entre 45 minutes et 1 heure et demie en fonction de la thématique. Aujourd'hui, avec les outils qui nous permettent de digitaliser notre activité, il n'y a rien qu'on puisse faire à partir du moment où on respecte un cadre de confidentialité et qu'on a 2 espaces qui sont bien cadrés. Euh, donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Top. Alors, question suivante, toujours de Gabriel. Tu as vécu l'enfermement, le confinement avant tout le monde. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à ton retour à la vie normale et comment tu y as fait face? Alors déjà, j'ai vécu un truc qui est moins compliqué à vivre que le confinement. Pourquoi? Parce que euh, premièrement, c'est moi qui ai fait le choix. C'est pas quelqu'un qui m'a dit à partir de maintenant t'es coincé. Et je peux vous garantir que psychologiquement, ça fait une grosse différence. Deuxièmement, quand tu te retrouves dans un endroit où de toutes les façons t'as rien d'autre à faire, c'est moins violent que quand tu te retrouves confiné à te dire que tu pourrais avoir à faire 12 millions de choses et que le train est en train de t'échapper et que ce million de choses va t'attendre au moment où le confinement va se... Là, au moment où on sera déconfiné. Après, alors c'est pour ça d'ailleurs que pendant le confinement, bah, plus on aura pu anticiper sur comment on va absorber la charge de travail qui n'est pas faite, comment on peut remplacer les modes de fonctionnement d'avant par les nouveaux, c'est utile. Et puis, comment j'ai pu me reconnecter? Alors, très concrètement, ça a été difficile. Pourquoi? Parce que même si mon expérience n'a duré que 40 jours au total, dont 31 en situation d'isolement, euh, ouais, j'avais le sentiment d'être déconnecté de la civilisation, très clairement. Donc, le retour a été difficile. Ok. Donc, les questions qu'il posait, ça rejoint la première, c'était quel conseil pourrais-tu donner? Comment gérer la reprise dans cette situation inédite? Donc, en tout cas, Gabriel, il est bien au courant des choses. Ouais, Donc, alors ensuite, très concrètement, ouais, le premier conseil que je donne pour gérer la reprise, c'est de ne pas croire que ce qui a été perdu va être rattrapé. Le premier conseil que je donne, c'est quand il va y avoir la reprise, c'est d'accepter de se donner le temps que les choses vont se réguler par elles-mêmes, parce que tout le monde est dans la même situation. Pour vous prendre une analogie, c'est comme à l'école. Il y a des parents qui sont en train de culpabiliser parce qu'ils n'arrivent pas à faire bosser leurs enfants. Bon, partez du principe que de toutes les façons, quand l'école va reprendre, il sera plus simple pour les enseignants de se dire que les enfants n'auront pas été traumatisés parce qu'ils auront été en conflit avec les parents en permanence parce qu'ils n'arrivaient pas à bosser, mais qu'ils ont passé de bons moments et qu'ils ont de l'énergie pour se mettre au travail. L'enseignant n'aura pas d'autre choix que de niveler par la moyenne basse de la classe pour reprendre. Vous imaginez bien qu'avec la rentrée en septembre, ceux qui ne savent pas lire et qui vont arriver au CP, eh ben, on va bien composer au CP avec le fait de réapprendre la lecture. Et c'est pareil pour toutes les classes. Donc j'ai envie de dire que dans l'entreprise, c'est pareil. On a tous vécu cet impact ensemble. Donc c'est ensemble qu'on va devoir s'adapter par rapport aux régulations de chacun. Donc le conseil que je donne, c'est commencer à construire sur les jours de demain et surtout ne pensez pas que vous allez rattraper les jours d'hier. super. Alors, franchement, je ne sais pas si on va réussir à avoir toutes les questions. Alors, il y a Ismail, donc Locat, qui disait comment se relever après une grosse chute? Comment vaincre ses peurs? Quelle attitude avoir au quotidien? Quelles sont les choses les plus communes qu'on fait mal? Et quels sont les 5 conseils fondamentaux pour mieux réussir? Ok, Alors, alors comme tu première gères. réponse, comment se relever après une grosse chute? Ben, je le disais tout à l'heure sur les principes de la résilience, mettre une routine en place qui va nous activer physiologiquement dans un premier temps pour avoir de l'énergie. Donc, recommencer à mettre des cadres, recommencer à faire du sport, recommencer à passer du temps avec les gens qu'on aime, avoir la possibilité d'être écouté, parce que quand on a fait une grosse chute, on se refait des scénarios des centaines et des centaines de fois. Donc, avoir la possibilité d'avoir quelqu'un qui a une vraie écoute, c'est utile. Recommencer à projeter, en fait, même si ce n'est pas pour projeter à la même échelle, mais commencer à se remettre des petits objectifs pour pouvoir se remettre dans une dynamique d'action. Donc voilà mes premiers conseils quand tu prends une grosse chute. Deuxième question, c'était comment faire face à Comment ses vaincre peurs. ses peurs? Yes. Alors il y a plusieurs mécanismes qui nous permettent de faire face aux peurs.
Je vais t'en proposer quelques-uns. Le premier mécanisme, c'est quand tu sais que tu as une peur, ne l'affronte pas seul et regarde est-ce que tu connais dans ton entourage quelqu'un qui a déjà eu une peur similaire et qui a eu à l'affronter pour utiliser une stratégie similaire. Deuxième point, c'est de rationaliser ses peurs. Pourquoi? Parce que la peur n'est qu'une émotion. Donc, ce n'est pas la peur qui nous empêche d'agir, c'est la relation qu'on a à la peur qui nous empêche d'agir. Donc, plutôt que d'essayer de faire disparaître la peur, souvent ce que je dis, c'est regardons dans quelle situation on a eu le plus de courage qui s'est manifesté. Cherchons à développer le courage parce que le courage nous permet, malgré la peur, de faire ce qu'on a à faire. Donc, comment faire face à ces peurs? C'est rechercher des actions, des comportements, des situations qui nous font constater qu'on a du courage, rationaliser la peur, parce que la peur n'est que la déclinaison de la peur de la mort en règle générale. Donc, rationaliser la peur pour se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on risque vraiment et choisir des conditions de dépassement de la peur qui sont acceptables. C'est-à-dire, si ma plus grande peur, par exemple, c'est de traverser une montagne, je vais commencer par un mont. Et puis, une fois que j'aurai fait le mont, je vais y aller étape par étape parce que, comme j'aime bien le répéter, un éléphant se mange à la petite cuillère. Donc ça, c'était comment faire face à nos peurs. Il y avait deux autres questions derrière. Yes. Juste pour rebondir rapidement sur cette question, sympa cette question que mon frère pose, puisque justement, bon, bah, lui, il sait pas, mais j'ai pu assister à un séminaire où tu parlais justement de comment vaincre sa peur. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est de faire sortir, faire rugir le lion qui est en soi. Ah oui, Ah. ça c'est puissant, hein. De laisser, Donc de là, contrer l'émotion par une émotion, ouais. alors après, la question suivante, c'était quelle attitude avoir au quotidien? Alors, l'attitude à avoir au quotidien, le conseil que je peux te donner, c'est d'être un vrai optimiste. Un vrai optimiste, c'est pas quelqu'un qui voit le verre tout le temps à moitié vide ou à moitié plein, enfin qui voit le verre à moitié plein. C'est pas ça pour moi un vrai optimiste. Un vrai optimiste pour moi, c'est quelqu'un qui se dit, tu sais quoi, le verre peut se vider autant de fois qu'il veut à la fin, l'issue sera heureuse. À la fin, mon verre sera plein. Pourquoi? Parce que se mettre une injonction à voir le verre tout le temps à moitié plein, c'est ne pas accepter qu'on a des moments où on a le sentiment que le verre est vide. Donc, c'est ne pas accepter certaines émotions qui sont inconfortables, mais qui, au travers de ces émotions, des fois, nous portent des messages qui nous permettent d'être plus forts, qui nous permettent d'être résilients, qui nous permettent d'être déterminés. Donc, premier conseil dans le quotidien, c'est être un vrai optimiste. Donc, se dire que quoi qu'il arrive, à la fin, l'histoire finira bien. Un peu comme dans les Disney. Donc avoir cette part de rêve qui continue de nous motiver. Deuxième chose, c'est s'appuyer sur des piliers solides. Donc mettre du cadre. Se créer des routines qui nous ressemblent et qui font qu'à un moment, on n'a pas besoin d'être dépendant de nos humeurs pour se mettre en action. Et puis comme on fait dans notre quotidien, c'est encore une fois, il y a plusieurs mecs qui ont réussi dans leur vie qui vous disent qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut fréquenter que 5 personnes, ça veut juste dire qu'il faut choisir les personnes par rapport à nos projets, nos objectifs et nos ambitions qui correspondent le plus à un soutien, à un cerveau collectif, à une équipe déterminée pour qu'on puisse avancer. Et puis, je crois qu'il y avait une dernière question. C'était donc quelles sont les choses les plus communes qu'on fait mal? La communiquer. En fait, Ok. de manière inhérente, on communique tout le temps, mais on le fait très mal. Et si on communiquait mieux, on s'éviterait pas mal d'inconvénients et de soucis. Et après, dernière question qu'il posait, quels sont les 5 conseils fondamentaux pour mieux réussir? Premier conseil, de transformer sa relation aux échecs. L'échec n'existe pas tant qu'on n'a pas abandonné. Donc quand on veut vraiment quelque chose, ne jamais lâcher. Il y a des moments où ce qui peut nous donner l'envie de lâcher quand on veut quelque chose, c'est qu'on a le sentiment qu'on va pas y arriver ou que c'est en train de nuire à notre sécurité. Souvent, ce que je dis, c'est trouve un moyen de gérer ta sécurité, mais sans lâcher ce qui te fait vibrer fondamentalement. Donc ça, c'est mon premier conseil. Euh, Deuxième conseil, fais-toi un Rex de toutes les situations qui ne te conviennent pas. C'est-à-dire, retour d'expérience sur ce que tu as fait pour pouvoir apprendre plus vite. Troisième conseil, entoure-toi de personnes qui ont réussi. Quatrième conseil, fais quelque chose qui te passionne. Et cinquième conseil, si ce que tu fais te passionne et qu'en plus tu sais que ça a une utilité pour le monde, tu auras 10 fois plus de chances de te réaliser dedans.
Donc voilà. Super. Alors, juste avant d'enchaîner sur la personne suivante, il y a Yannick qui me dit que apparemment il se pose la question si j'ai fait le lion ou le chat. Donc juste pour le taquiner, je vais le refaire. Faire rugir le lion. Donc Salimata a posé la question suivante. Comment la résilience peut concrètement favoriser la réussite et la pérennité de mon entreprise? Alors, comment? Parce que je ne sais pas dans quel type d'activité tu es, mais dis-toi que dans tous les cas, avoir une entreprise, c'est se donner la possibilité de la faire évoluer en même temps que les évolutions, les nouvelles sollicitations d'un environnement. Donc, quand tu es résilient, puisque tu développes une forte adaptabilité, que tu développes une forte capacité à l'action, que tu as un bon seuil de flexibilité, avoir un bon seuil de flexibilité, ça nous permet aussi d'être lucide. Ça veut dire de ne pas prendre de décision dans la précipitation. Ne pas prendre de décision dans la précipitation, ça te permet d'avoir une meilleure évaluation, de mettre des stratégies en fait avec des coûts réduits et du coup, chaque fois que tu vas avoir un nouveau paramètre qui se met en place, tu as plus de chances de ne pas percevoir ce paramètre comme étant un obstacle, mais peut-être comme un levier d'opportunité, comme un levier de transformation, comme un levier d'évolution. Et c'est en ce sens que la résilience peut être utile à ce que l'entreprise soit plus performante. Nickel. Sabira ensuite qui posait comme question, tu vas rigoler je pense, comment parler avec autant d'assurance que toi? Euh, un conseil sur... Alors, ok, si ce que tu perçois, c'est de l'assurance, euh, un conseil, c'est se détacher quelque part de ce que les autres vont penser de soi. Si tu es aligné avec ce que Ok, tu fais et que tu te sens bien avec toi-même, bah, t'as pas peur de ce que tu vas dire parce que de toutes les façons, tu es capable d'entendre et d'écouter ce que les autres te disent, mais tu n'es pas obligé en fait de considérer que tout ce que les autres te disent te remet en question. Tu peux te remettre en question, mais le monde extérieur n'est peut-être pas en train de le faire. Donc du coup, ça te donne la liberté de ne pas avoir peur de ce que tu vas dire. carrément. Alors après, il y a Yannick qui demande partenariat, je recherche un enseignant PNL. Je dis ça comme ça. Bon, ça, c'est pas une question. Personne suivant. Bah, tu sais, tu as mon numéro de téléphone, Yannick. Après, il y a Salima qui disait pizza cosy nous manque. Alors, question Ah, suivante. on a ouvert. Hein. On a Ah, ouvert. prends l'info. Donc, n'hésite pas, si tu as l'habitude, jusqu'à 19h à emporter, après on fait de la livraison. Alors, Céline, elle dit super Abdoul et lui Laurent. Dommage que j'ai raté tout le début, j'étais pas au courant. Très belles initiatives, tous ces lives, au top. Merci Abdoul Locat. Ta, 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 ta. Alors, il y avait une question que j'avais vue là. Alors, voilà. Donc, il y a et Fabien qui demande comment surmonter les Murphys. Ah, il nous parle du comité de Murphy. Et alors, pas tout le monde connaît ce que c'est, mais voilà, en tout cas, la question t'est adressée. Alors, attends, bouge pas. Écoute, je pense que le meilleur moyen. Alors, le comité de Murphy, en fait, ça va être tous ces événements, toutes ces situations, tous ces obstacles qui vont se dresser sur le chemin entre nous et la réussite. Et concrètement, pour faire face au comité de Murphy, c'est travailler son alignement. Déjà, travailler son alignement. Le comité de Murphy va venir challenger en fait notre détermination à obtenir ce qu'on souhaite. Donc la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que je souhaite à tel point arriver là? Qu'est-ce qui me nourrit tant pour que j'ai envie? Pourquoi? Parce que face au comité de Murphy, il faut faire preuve de conviction. Avoir juste de l'enthousiasme ne nous permettra pas d'arriver. Deuxième chose, encore une fois, je vais répéter un truc que j'ai déjà dit, c'est transformer sa relation à l'échec. Ne pas avoir peur de débuter. Ne pas avoir peur d'être mauvais en commençant. C'est pas grave d'être mauvais en commençant. Ce qui pourrait être grave,
c'est d'être dans l'hérésie, de se dire qu'on démarre quelque chose et qu'on prenne comme référentiel des gens qui ont déjà réussi et de se poser la question de savoir pourquoi on n'a pas les mêmes résultats qu'eux. Ça, c'est grave. Pourquoi? Parce que concrètement, c'est un des meilleurs moyens de se tirer une balle dans le pied. C'est exactement comme le gamin qui démarre le basket, qui regarde Michael Jordan et qui se dit c'est bizarre, j'arrive pas à mettre 6 paniers à 3 points d'affilée. Écoute mec, ce gars-là, il a fait pendant 10 ans ce que tu n'as pas encore fait dans ta vie. Donne-toi un peu de temps. Et puis, encore une fois, pour faire face au comité de Murphy, bah, c'est pareil que pour la stratégie de réussite. Être déterminé, continuer d'avancer, s'entourer des bonnes personnes, ne jamais lâcher. Et surtout, un truc que j'ai oublié de vous dire, mais qui me paraît déterminant, euh, les gens ont tendance à se dire qu'il faut faire des sacrifices pour obtenir ce qu'on souhaite. Faire des sacrifices ne signifie pas ne faire que des sacrifices. Ça veut dire qu'à un moment, il faut aussi pouvoir profiter de l'instant présent, profiter du quotidien et faire peut-être des restrictions qui nous paraissent être des sacrifices. Et si on arrive à faire ça, alors on a la vitalité et l'énergie d'avancer, même si on a des moments où on peut connaître une forme de frustration de ne pas faire tout ce qu'on veut quand on veut à un instant T. C'est d'accepter d'avoir énormément d'actions à un moment qui ne paye pas pour qu'ensuite on soit payé continuellement en termes d'épanouissement sans avoir à continuer les mêmes actions. Donc, voilà. Nickel. Il y a Thierry Payet qui dit un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités, Spider-Man. Voilà, fallait que je le partage. Je suis sûr que tu allais réagir. Il y a. C'était quoi ce que j'avais vu? Ouais, il y a Alexandre Mériguet qui nous a rejoint. Salut poto. Il y a Michael Gabriel Excellent. plutôt là qui doit te connaître qui dit Loulou, que ça vous fait? Excellent. Ouais. Ah, ça, c'est un très très vieux copain de l'époque du lycée en Martinique. Mickaël, je t'embrasse. Ça Ouais, fait plaisir. ok. Et Alexandre Mériguet, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui fait de la vidéo. Ouais, il Il y a... fait un super boulot. Ouais, bon, Ah oui, voilà. ça, faut le reconnaître carrément. Alex fait un super super boulot. Ouais. Alors, il y a Salima, question suivante. La capacité à être résilient est-elle liée à ma personnalité? Alors, je vais répondre à cette question déjà en te disant que même ta personnalité se construit et ta capacité à être résiliente se construit aussi. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'être résilient, c'est pas quelque chose qui appartient uniquement, qui appartient à de l'inné. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'acquisition. Donc, peu importe le type de personnalité qu'on a, on peut développer de la résilience. D'accord. Alors, après, il y a Elisabeth qui posait une question, deux plutôt. Quelles sont les clés pour rebondir face à une situation que l'on pense critique? Alors déjà, la première chose, quand on pense qu'une situation est critique, tu as bien formulé, on pense, c'est de vérifier que la situation est vraiment critique. Et des fois, on n'est pas, nous, quand on la vit, cette situation, objectif pour déterminer autre chose que le ressenti qu'on a qu'elle est critique. Donc, premier élément, c'est de faire une vérification, de regarder dans notre entourage si on a des personnes qui ont l'expertise ou l'expérience de porter un regard sur cette situation. Et puis à un moment, quand une situation est critique, j'ai envie de te dire que c'est comme dans la vie, il va falloir prendre des décisions. Et des fois, les décisions, ben, ça peut vouloir dire renoncer dans certains moments. Ça peut vouloir dire utiliser des solutions dites extrêmes, extrêmes dans le sens où solutions auxquelles on n'aurait pas pensé avant. Maintenant, extrême, ça ne veut pas dire solution forcément coûteuse. Et puis, il y a un apprentissage à tirer de toute situation, même critique. Peut-être que l'apprentissage, des fois, c'est de recommencer différemment. Peut-être l'apprentissage, c'est de laisser passer l'orage pour ensuite voir le beau temps. Peut-être que l'apprentissage, c'est d'intégrer une nouvelle ressource. Ça peut être un individu, un partenaire sur l'échiquier. Et voilà. Yes. Il y a Yannick Morisco qui regarde le live, mon ami. Salut. Alors, il y a toujours une question d'Elisabeth. Comment booster notre résilience au quotidien? Ouais. Allô. Oui, Enfin, allô. alors, est-ce que tu m'entends là?
Ah, petit bug, petit bug. Ouais, dis-moi, j'ai pas entendu. Là, est-ce que tu m'entends? Ouais, là je t'entends. Yes, Roger. Donc, je disais Elisabeth qui posait comme question comment booster notre résilience au quotidien? Alors, comment booster ta résilience au quotidien? C'est sur chacun des piliers dont je parlais. Donc, premier pilier, ça va être le pilier de la santé. Donc déjà, avoir une activité physique régulière, avoir une activité sexuelle régulière, prendre soin de son sommeil, avoir des contacts avec les gens, écouter de la musique pour neurotransmetteurs fondamentaux, tout ce qui est sérotonine, ocytocine. Donc vraiment, ça c'est le premier point parce que c'est le plus facile à réguler, c'est physiologique. Deuxième point, ça va être de son adaptabilité. Donc pour l'adaptabilité, vous avez différentes possibilités. Vous avez des sports qui vous demandent en permanence de vous ajuster avec l'environnement. Si vous n'avez pas le temps de faire du sport, vous avez des jeux qui nous sollicitent intellectuellement. Jeux d'énigmes, jeux de stimulation par de la solution, jeux en équipe. Si vous n'avez pas le temps de jouer, c'est de rechercher dans vos expériences passées à quel moment vous avez eu à vous adapter à des situations imprévues et qu'est-ce que vous avez fait pour ça? Est-ce que vous étiez entouré? Est-ce que de vous-même, vous avez changé de type de comportement? Et du coup, donc c'est ça. Troisième pilier, ton réseau. Augmenter son réseau. Et ouais, les 3 S de loup, c'est Yannick, tu Ouais, sais. ouais. Non, mais Yannick, il sait. Augmenter son réseau. Souvent, la solution peut venir des nouvelles personnes qu'on rencontre. Donc, je sais que les gens ont du mal, ils aiment pas trop. Moi-même, je suis pas ce qu'il y a de plus sociable. Mais par contre, professionnellement, s'enfermer est une hérésie, en fait. Chaque fois que vous avez une occasion de vous regrouper avec des entrepreneurs, d'aller sur des colloques, de faire des séminaires, d'avoir de nouvelles acquisitions d'informations, faut foncer, quoi. Nickel. Il y a Sabrina qui a posé plusieurs questions, mais je pense que tu as répondu à pas mal d'entre elles déjà dans ton intervention. Peut-être expliquer ce qu'est la résilience et de quelle manière l'augmenter. Et après, si ce que tu proposes s'adapte à quels imprévus, auprès de quel public est-ce que tu interviens, et formation ou coaching à proposer pour augmenter la résilience. Donc en gros, voilà, en quoi ça peut être intéressant pour un entrepreneur, Sabrina dans le cas présent, de suivre des formations, de suivre des coachings, voilà, plus ou moins. Alors, concrètement, en quoi ça peut être intéressant, c'est s'il y a bien une personne dans une entreprise qui a besoin en permanence de transformer ce qu'il a comme aptitude en compétence, c'est le chef d'entreprise, c'est l'entrepreneur. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entrepreneurs, peu importe la formation initiale qu'ils ont eue, euh, ils vont surtout apprendre au travers de leur entreprise en gérant le quotidien de leur entreprise. Donc, souvent, c'est grâce à leurs aptitudes, donc les facilités qu'ils vont avoir de manière naturelle, qui vont s'adapter. Ensuite, ils vont collecter de l'information, de la connaissance, ils vont expérimenter. Maintenant, là où ça peut être utile de se former, c'est qu'on gagne du temps, en fait. Il y a plusieurs types d'apprentissage. L'apprentissage qu'on mémorise le mieux, c'est celui de l'expérience. Par contre, des fois, c'est aussi celui qui est le plus coûteux. Alors que quand à un moment, on se fait accompagner, soit par un consultant, soit par un coach, soit en faisant une formation, eh ben, on a l'anticipation des risques puisqu'on a capitalisé sur l'expérience de personnes qui sont déjà passées par là, ou en tout cas, on développe des logiques de pensée qui nous sont différentes de celles qu'on avait au préalable. Donc après, ça s'adresse à quel type de public? Si on parle de la résilience au sens large, je pense que tout le monde en a besoin. Vous savez, on a des expériences de très grosses boîtes du type Thomson, ou Seb. Vous avez connu la marque Seb en électroménager qui s'est laissé surprendre parce qu'elles avaient parce qu'ils n'ont pas été résilients. On a plein de marques qui se rendent compte que, quelle que soit la taille, qu'on soit solopreneur ou qu'on soit une multinationale, on ne peut pas se donner le luxe de rester enclavé. Le seul truc qui est un état statique et qui est la mort dans toutes les formes existantes, c'est de ne pas bouger en fait. Rester confiné, rester enfermé dans nos cadres de pensée, dans nos modes de fonctionnement, c'est le meilleur moyen de se dire qu'il ne se passera rien. Donc l'idée, c'est de toujours se mettre en action. Et après, de réguler la vitesse à laquelle on se met en action, d'avoir de la distance et d'être objectif sur ce qu'on est en capacité de faire. Ok, nickel. Il y a Aurélien, bon alors je te donne les trois questions d'affilée, comme ça tu formes une seule réponse. Donc il y a Aurélien qui demande qu'est-ce qui différencie un coach d'un formateur.
comment trouver des clients régulièrement. Donc lui, il est prof de salsa au passage. Et Ok. comment utiliser les réseaux sociaux pour jouer sur sa visibilité. Alors, premièrement, la différence entre un coach et un formateur, c'est que le travail du formateur, c'est de transmettre des connaissances, d'accord, de former, d'enseigner. Le travail du coach, en fait, c'est contribuer à l'émergence de solutions en partant de la base client. Ce que j'entends par là, c'est que on a des métiers qui sont limitrophes. Donc, on a le formateur, on a le consultant, mais un consultant, il a une expertise dans un domaine, il va venir, il va poser un diagnostic, il va mettre des préconisations, et le client aura à mettre en œuvre ses préconisations. Le travail du coach, c'est de partir de la base du client et de se dire par rapport à cette problématique, comment je fais pour que mon client perçoive où se trouve le nœud, qu'il puisse observer dans ce qu'il possède ou dans ce qui lui manque, comment générer une solution pour le dépasser. Donc d'un côté, on a un métier qui est dans l'émergence et qui emmène à l'autonomie et l'indépendance. De l'autre côté, on a juste de la transmission. J'ai envie de te dire, même si je te donne la recette du rougail saucisse, ce n'est qu'une recette, tu seras quand même obligé de la faire. Et puis, à côté de ça, tu as les consultants qui non seulement te donnent la recette, mais t'expliquent exactement comment faire et te disent que si tu ne fais pas comme ça, voilà ce que tu peux avoir comme conséquence. J'espère avoir répondu à ta question. Super. Donc voilà, et puis il disait comment trouver des clients régulièrement, comment utiliser les réseaux sociaux pour jouer sur sa visibilité. Sans rentrer vraiment dans une longue réponse, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Comment trouver des clients régulièrement, c'est premier process, c'est d'utiliser la recommandation. Il faut savoir que le bouche-oreille est un des moyens les plus rapides en fait pour pouvoir développer une clientèle. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a été satisfait de vos services, eh ben, des fois il ne pensera pas à le dire, mais si vous lui dites, si vous connaissez quelqu'un à qui ça pourrait être utile, eh ben, il le fera avec plaisir et il sera peut-être même plus efficace que vous pour pouvoir expliquer en quoi vous êtes utile. Donc d'utiliser la recommandation. Au-delà de ça, ben, il y a d'autres moyens de communication. Donc, soit on est à l'ancienne où on a la possibilité de prendre des rendez-vous, de se présenter, de présenter son activité. On a les emailing, on a différents types de campagnes. Je sais qu'à La Réunion, ça marche encore d'utiliser la poste pour flyer dans les boîtes aux lettres. Mais, et puis au-delà de ça, j'ai envie de vous dire, moi j'ai un principe que j'utilise, c'est que quand je sais que je suis pas spécialiste d'un domaine, mais que j'ai vraiment besoin du domaine, j'essaye de bien bosser dans mon domaine pour mettre le capital pour pouvoir faire appel à un spécialiste. Et ça, c'est le meilleur conseil que j'ai à donner. Il y a des gens qui se passionnent pour pouvoir vous permettre de faire, enfin nous permettre de faire de l'acquisition client, de communiquer correctement. Ben, moi, je suis pour une économie circulaire. Donc Ok, top. voilà. Alors il y a Roxane qui Et la posait comme visibilité question. sur les réseaux, je Vas-y, suis pas un vas-y. spécialiste. Et la visibilité sur les réseaux, c'est pas ma spécialité, donc j'aurais du mal à donner des conseils là-dessus. Ça marche. Roxane qui demandait, donc elle avait listé quatre questions. Comment faire baisser nos importances? Comment modifier nos pensées pour créer notre réalité? Ok, Comment prendre, comment prendre conscience que nos échecs sont nos opportunités? Le cas présent, ok. c'est top. Et comment aligner notre âme, notre esprit et notre intention? Ok, alors, je vais essayer de faire une réponse courte. Euh, la première chose, c'est que il y a un cadre d'acceptation et il y a un cadre d'action, en fait. C'est-à-dire que souvent, il y a un gros écart qui existe entre ce qu'on pense qu'on est et l'idéal de ce qu'on voudrait être. D'accord? Et du coup, le travail de transformation d'une croyance va devoir passer par un processus dans lequel, premièrement, on va pouvoir trouver des exceptions qui invalident cette croyance. Et deuxièmement, on va créer de nouvelles actions qui vont renforcer les nouvelles croyances. Je m'explique parce que là, c'est très conceptuel. Si vous avez le sentiment que vous n'avez pas confiance en vous, quand on en parle comme si c'était un état statique, comme si moi je disais j'ai les yeux clairs. J'ai les yeux clairs, ça ne bougera jamais. Je n'ai pas confiance en moi, ce n'est pas tout le temps. Il y a des situations dans lesquelles je n'ai pas confiance en moi et il y en a d'autres sur lesquelles je ne m'arrête pas parce qu'elles ne me posent pas problème et dans lesquelles j'ai fait preuve de confiance en moi. Donc trouver une seule exception nous permet de nous dire déjà que la réalité n'est pas figée. Et puis ensuite,
se mettre des petites expériences qui nous permettent de renforcer la confiance en soi vont augmenter la confiance en soi et nous permettre d'aller à de plus grosses expériences. Donc, rapidement, la première dimension pour la transformation de croyance, ça peut passer par un système comme celui-là. Ensuite, pour avoir un alignement complet, il faut déjà se mettre d'accord avec ce qu'on a reçu de nos anciens, se mettre d'accord sur le fait qu'on va rejeter des choses qu'on a reçues de nos anciens, décider de valider nos propres règles et de commencer par s'aimer de manière inconditionnelle et profonde pour accepter que les autres ne puissent pas nous comprendre, et puis accepter qu'on est un être en évolution permanente et qu'on n'a pas de contrôle sur tout, mais qu'on a du contrôle sur la façon qu'on a en fait de traiter les choses. On a du contrôle sur la façon qu'on a de vivre une expérience. On a le droit de vivre une expérience en se disant je suis triste, j'ai mal, j'ai de la colère. On a le droit aussi de se dire maintenant que j'ai vécu ça, j'ai envie de passer à autre chose. On a le droit de se dire que même si j'ai envie de passer à autre chose, je n'y arrive pas, mais d'avoir l'espoir qu'on va y arriver un jour et de continuer de travailler en ce sens. Et puis après, encore une fois, se nourrir de lecture, faire des tests, peut-être méditer, peut-être faire du yoga, avoir des activités qui sont un peu plus dans un cadre moins mental, mais plus dans l'ordre du ressenti, du corporel, du ressenti, et puis s'entourer de personnes, Nickel, peut-être merci. de personnes qui nous ressemblent ou qui portent ce que l'on souhaite. Et puis il y a Salimata qui posait comme question, alors, il y en a plusieurs, je te liste déjà les trois premières, les deux premières. Donc première question c'était quand on est de nature non résiliente, quel processus suivre pour le devenir dans son business? Et la deuxième question, la capacité à être résilient est-elle liée à ma personnalité? Bon, ça on a déjà répondu. Comment cette résilience peut être concrètement, euh, favoriser la réussite et la pérennité de mon entreprise? Pareil, on a répondu. Et la dernière question, Ouais, quand mon produit ne marche pas, que je ne satisfais pas mes clients et que plusieurs problèmes apparaissent sur mon chemin, comment savoir si je dois être résilient ou prendre du recul et abandonner? En clair, ok. comment ne pas être buté dans son échec en pensant que c'est de la résilience? Alors, mon premier niveau de réponse, ça va être est-ce que ton objectif c'était que ton produit se vende ou est-ce que ton produit était le moyen d'atteindre ton objectif? Parce que si c'est la deuxième partie et que ton produit était le moyen d'atteindre ton objectif, être résilient, ça peut vouloir dire se dire je me suis trompé sur le produit ou je me suis trompé sur le marché, mais je me suis pas trompé sur ce que je souhaite obtenir, donc je vais faire autre chose. C'est ça. Et puis mon deuxième niveau de réponse, euh, c'est à quoi servait cette expérience. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui t'a emmené à choisir le produit? Qu'est-ce qui t'a emmené à choisir le marché? Comment t'as été entouré? Comment est-ce qu'on est quand tu dis ça ne fonctionne pas? Ben, qu'est-ce qui a été différent à chaque nouvel essai? Qu'est-ce que tu as eu comme feedback? Qu'est-ce que tu as eu comme soutien? Qu'est-ce que tu as eu comme support? Je pense qu'à un moment, tu peux vraiment faire une analyse en fait de ce que tu appelles cet échec et puis te poser la question de savoir en gros quel est le rôle du produit en fait dans l'ensemble de ce système. Et oui, tu as peut-être raison. On peut, enfin, tu peux te dire que c'est un échec, mais moi je dirais plutôt que tu fais une expérience et que cette expérience te permet d'avoir de l'information pour mieux faire, toujours mieux faire. Yes, nickel. Voilà pour Salimata. Après, il y avait, non pas Céline, Laetitia Fouquet, ou Fouquet, désolé si je ne prononce pas comme il faut, expliquer le comité de Murphy, comme tu en as parlé tout à l'heure, mais elle n'a pas compris ce que tu enfin, t'en as parlé, mais elle ne comprend pas c'est quoi, vraiment. Oui, en fait, en gros, certains connaissent la loi de Murphy, qui est la loi de l'emmerdement maximum, qui est cette fameuse loi du temps qui fait que quand tu as décidé de faire quelque chose, tu as tous les emmerdements possibles et imaginables qui vont se mettre sur ta route. Et il y a un audio qui a été réalisé, je me souviens plus par qui, mais qui nous parlait du comité de Murphy. Et en gros, il nous décrivait l'ensemble des choses qui peuvent se produire. Donc, ensemble des choses qui peuvent se produire, c'est par exemple monter une boîte et la planter. C'est par exemple à un moment être dans une insécurité financière telle que tu as limite envie de reprendre un boulot dans ce qu'il appelle le pré des vaches, où tu vas réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Euh, Parce que tu as peur pour ta sécurité. Et puis, tu peux être détourné par les sentiments que tu as pour quelqu'un. Tu as un super projet, et puis tu tombes amoureux, et puis cette personne t'éloigne de ce projet. Donc, dans cet audio,
L'auteur te fait part des différentes façons que la vie va avoir de te challenger quand tu as un objectif et quand tu es vraiment déterminé. Et il va t'expliquer en quoi ça va être difficile, mais en quoi ça a du sens de continuer d'avancer. Et il a appelé ça le comité de Murphy. Nickel. Donc encore trois questions des membres de la communauté, là, de notre communauté. Donc Yannick qui propose subtilité entre résilience, entre résignation et résilience. Ok, alors la subtilité, c'est que souvent la résignation sous-entend quelque part une forme d'acceptation dans l'incapacité à faire différemment. D'accord. Alors que la résilience se présente comme la solution face à la situation. C'est-à-dire que même si on doit se résigner, on peut être résilient. Et pourtant, on peut être résilient sans obligatoirement être résigné. Vous voyez, Ok. donc la subtilité est là. D'un côté, on a une acceptation dans laquelle on a une forme d'impuissance. D'un autre côté, on a une perception d'opportunité de faire différemment. Ouais. Il y a C'est donc ça, le Laetitia dieu de Fouquet James. qui a. Ah, vas-y. Ouais, c'est ça. Donc, Pareil, le on est comité de sur Murphy, la c'est le même. dieu de James. Voilà, justement, il y a Céline qui disait tu peux écouter l'audio sur YouTube, Laetitia. Voilà, très, très intéressant sur le chemin des entrepreneurs. Donc, les deux dernières questions. Donc, ton ami Michael Gabriel qui demande que penses-tu de la philosophie du Tao? Écoute, mes connaissances sur la philosophie du Tao sont trop limitées pour que j'ai un avis objectif. Euh, le peu de choses que j'ai pu lire sur la philosophie du Tao, pour moi, ça se rapproche vraiment d'un concept de sagesse et d'accueil et non pas de résignation, justement. Ok, toujours Michael qui avait une autre question. La non-action dans ce monde, est-ce réaliste? La non-action dans ce monde, est-ce réaliste? Écoute, bon là, ce n'est qu'une opinion, hein, donc la non-action ne sera jamais la solution. Maintenant, je pense que les gens ont été conditionnés à être dans la non-action, en fait. Au fur et à mesure que les différentes révolutions de société, révolution industrielle, virage numérique, virage digital, au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure, on donne de la matière à ce que les gens n'aient plus à bouger. La preuve, même là, on est en train de faire tout ce qu'il faut pour que les gens n'aient C'est même plus à clair. se déplacer dans les commerces, allons livrer à domicile. Donc en fait, oui, pour moi, c'est une aberration quelque part dans notre société, c'est que on nous incite à la non-action, on nous incite à rester là et à tout recevoir sans qu'on ait à faire quoi que ce soit. Maintenant, tout système a sa limite et quand le système aura atteint la sienne, les gens se remettront en action. Voilà. Il y a Qu'est-ce que Cyril je vais dire? Payet qui. Vas-y. Oui, faut pas qu'on traîne à clôturer. J'ai une visio derrière en fait. Et bien justement, on va clôturer avec la dernière C'est phrase de ça, Thierry ouais. Payet qui dit revoir sa direction ne veut pas dire abandonner sa destination. Et donc pour Destination. clôturer, voilà. Alors du coup moi, pour clôturer ce live, donc voilà, on va regarder le programme. Donc débat business, on a bien fait. Sports game, est-ce que toi tu trouves que ça a été bien fait? Yes, c'était Cool. perfect. Café virtuel, bon bah voilà, ça a été fait aussi. Merci pour toutes ces énormes questions. Il y en a eu pas mal. Voilà, plus de 30 minutes à répondre aux questions pour lui, Laurent. Donc merci à lui. Et pour Ça fait terminer, plaisir. comment on peut te contacter, en tout cas les personnes qui ont suivi ce live, voilà, Ma comment te page pro contacter pour Facebook. parler tarifs, etc., accompagnement. Ma page pro Facebook, de m'envoyer un message sur la page pro Facebook ou sur mon compte LinkedIn ou même un message Instagram et puis après on échange par téléphone. Ok, j'espère que vous avez bien retenu ça. Et donc, on n'hésitera pas à mettre le lien de ta page dans les commentaires, comme ça ils pourront cliquer. Bah écoute, je te remercie, lui Laurent. C'était un plaisir de t'avoir avec moi dans cette Merci à émission. toi, Je te dis à très moi aussi. bientôt. À très bientôt et merci à tous. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous et puis bonne reprise. Salut. Alors, merci tout le monde pour avoir suivi
ce live de ce mardi 5 mai. Donc moi, je vous remercie pour toutes ces questions. C'est vraiment une nouvelle dynamique là qu'il y a eu ce soir. On a été plus d'une vingtaine à regarder ce live. En tout cas, tout le long du live, il y avait environ 20 personnes. Et voilà, c'est beaucoup plus de personnes qui ont regardé en cumulé. Merci de me suivre. Là, c'est la 6e émission. Je profite vraiment pour vous faire part de ma gratitude, hein, parce que ça me donne envie de continuer. Là, quand je vois toutes les questions que vous posez à mon invité du soir, à notre invité du soir, Louis Laurent Léger, ça me donne qu'envie de proposer des nouvelles personnes aussi intéressantes et captivantes. Donc d'ailleurs, si vous avez des personnes que vous voulez proposer d'intervenir en live, n'hésitez pas dans les commentaires à m'indiquer voilà, qui vous aimeriez retrouver dans ce live. Je n'hésiterai pas à les contacter si vous souhaitez en tout cas les voir intervenir. Donc je vous remercie, bonne soirée et à très bientôt.